En 2 ans et demi de commercialisation, on est rentré dans le top 50 des maisons de champagne. L'objectif à 5 Le top ans... 50, c'est en volume? Non, c'est en mix valeur-volume. C'est en Ok. mix valeur-volume, c'est plus en termes de chiffre d'affaires. Et en l'occurrence, nous, l'idée, c'est vraiment d'aller Top 50, donc top 50. Alors, et ça, c'est toutes marques confondues. Nous, on voudrait atteindre idéalement le top 15 des marques premium. Et donc, il va falloir maintenant qu'on l'atteigne. Il va falloir bien travailler. Et donc, on n'est pas dans une logique forcément de faire énormément de volume. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'en fera pas beaucoup, mais à moyen long terme, on aspire à faire maximum 1 million de bouteilles, ce qui est beaucoup, hein, mais à l'échelle de la Champagne expédie par an 300 millions de bouteilles environ. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. L'été approche à très grands pas, il est synonyme de beau temps, de fêtes et de célébrations, de vacances. Et qu'est-ce qui accompagne tous ces événements joyeux? Le champagne et ses bulles, bien sûr. Cette boisson iconique, mondialement connue, unique, prestigieuse, riche de saveurs, est au panthéon de l'identité française. Notre invité du jour propose une approche nouvelle du champagne où rime traçabilité, authenticité et, une certaine jouvence. Bref, vous allez le découvrir, une marque de champagne qui pétille dans tous les sens du terme. J'ai le grand plaisir de recevoir Édouard Roy, le cofondateur et CEO des Champagnes EPC. 3 lettres pour rappeler le mot épicurien. En 3 ans d'existence, EPC a vendu plus de 300 000 bouteilles dans 28 pays. Une performance qui force le respect. Une fois encore, nous respectons le plan de notre conversation, à savoir que nous allons commencer par prendre de la hauteur en nous intéressant au marché. Celui du champagne est bien singulier, déjà parce que l'on parle d'alcool et qu'à ce titre, le marché est plus réglementé qu'un autre. Ensuite, parce que dans l'imaginaire collectif, le champagne est un grand vecteur d'émotion. Qui n'a jamais dit ou entendu « Allez, champagne !» à l'occasion d'une nouvelle annonce ou d'un bel événement. Donc avec Édouard, nous allons parler de la demande, c'est-à-dire des consommateurs pour comprendre ce qu'ils attendent des recherches. Nous allons aussi parler de l'offre, car il est très important de comprendre le fonctionnement de la production de ce vin de champagne. Nous poursuivrons ensuite sur la proposition de valeur d'EPC. L'idée est de comprendre comment fait cette nouvelle marque pour trouver ses clients, comment le vin est-il produit, comment les bouteilles sont-elles commercialisées. Enfin, nous nous attarderons sur la relation client, peut-être plus encore qu'une autre marque, les Champagnes EPC, nouent une relation privilégiée avec ses consommateurs. Alors, réseaux sociaux, acquisition, fidélisation, quel est le programme? Mais avant de commencer, Édouard, pourrais-tu te présenter en quelques mots? Bonjour Cyril, merci de m'accueillir déjà. Pour commencer, je suis très content d'être là. Pour me présenter, moi je vais avoir 31 ans dans quelques semaines et j'ai la chance d'avoir pu développer donc, les Champagnes EPC avec Camille et Jérôme qui sont mes associés. Et à titre plus personnel, moi j'ai découvert l'entrepreneuriat lorsque j'étais à l'école, en école de commerce, où j'ai développé un premier projet. Et à la suite de cela, j'ai eu la chance d'en développer un second avec mon meilleur ami et puis de participer à une aventure entrepreneuriale via une famille française qui développait un projet qui a par la suite été vendu. Et je suis retourné finalement un peu aux sources parce que j'ai des origines champenoises par mon père. Mon père donc est né en Champagne, a grandi en Champagne et mes grands-parents étaient bien investis dans la région Champagne puisque mon grand-père
participe à la création d'une coopérative viticole en 1967 au sud d'Épernay. Et il faut croire qu'il y a eu cette petite transmission à travers le temps, puisque mon père donc, a un petit peu de vigne à titre personnel, c'est ce qui nous a permis de garder un pied dans cette région qui fascine. Et c'est ce qui nous a amené aussi à créer au démarrage une première marque avec mon Alors, père. on va y revenir. Attends, je rembobine 2 secondes. Donc, on comprend, tu as un profil commerce. Tout à fait. Tu as fait une école de commerce. En sortant de cette école, tu fais quoi? Tu rentres dans la vie active dite normale en tant que salarié, c'est ça? Ouais, tout à fait. Je fais un peu de conseil en investissement dans l'immobilier. Ok. Donc, assez loin de la bulle champenoise. Et très vite, je me rends compte que ce que j'avais fait à l'école, ce petit projet entrepreneurial que j'avais mené durant 2 étés, m'avait bien plu. Et j'ai la chance, finalement, dans un concours de circonstances, d'être approché par le fondateur d'une société qui cherchait son premier associé pour développer le projet. Et donc, on a développé cette société-là qui a très bien marché. Qui fait quoi? Qui fait alors de l'optimisation des tournées des grands logisticiens. En fait, on essayait de résoudre le problème suivant. La plupart des gens travaillent la journée et les grands, les DHL, les FedEx, les UPS, etc., trouvent porte close parce qu'on se retrouve à ne pas être là. Et le coût tant écologique qu'économique est très important. Et donc l'idée, ça a été de créer des hubs urbains avec une application tech assez bien faite qui permettait finalement d'éviter à ces logisticiens de faire des tournées inutiles, si je puis dire. Et le consommateur final, lui, a été prospecté via un petit SMS et pouvait choisir un créneau de 30 minutes de son choix le soir. Et derrière, donc, des coursiers professionnels venaient récupérer les colis dans les hubs urbains et les livraient par la suite donc, aux consommateurs. D'accord. Et là, on est en... Alors, ouais, effectivement, assez éloigné. On est en quelle année alors là, on est de 2014 à 2018, exactement. D'accord. Tout à fait. Donc ça, et ça fonctionne bien. Oui, ça fonctionne bien, on répond à une vraie problématique. Et là, moi, je suis maintenant sorti de la société, mais la boîte continue de bien évoluer. Elle a été rachetée par une autre structure. Et ça a été finalement une expérience fantastique parce que ça m'a permis de découvrir ce qu'était l'entrepreneuriat dans la réalité des choses. Tu avais un rôle plutôt quoi Moi, j'étais plus sur la partie, en l'occurrence sur la partie commerciale. Ouais. Et j'avais la chance d'être au bord de la société, etc. Donc c'était assez chouette. Qu'est-ce qui était le plus difficile à ce moment-là? Déjà, j'étais dans un univers... Le plus difficile, finalement, c'est peut-être d'avoir la passion dans un univers, en tout cas à titre personnel, qui, moi, m'était assez étranger. La livraison n'a jamais été ma grande passion. Et finalement, je pense que c'est ce qui me manquait un peu, c'est que... ce qui était passionnant d'un certain côté, c'est qu'on est parti de zéro et qu'on avait des milliers et des milliers de livraisons chaque jour après. Donc ça, c'est assez grisant et assez satisfaisant. Mais de l'autre côté, ce qui était plus dur, c'était de se dire, est-ce que ce que je fais, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et qui crée de l'émotion chez moi et dans lesquels je réponds à une mission qui m'est intimement liée. Peut-être que c'est ça qui me manquait, parce que c'est ce que j'ai retrouvé aujourd'hui. Et j'ai la chance, je faisais un dîner il n'y a pas très longtemps avec des amis, et à la fin de la soirée, il y a une question qui tombe, et on nous dit, c'est quoi le job de vos rêves? Tout le monde passe, et tout le monde donne des réponses différentes des jobs qu'ils faisaient actuellement. Et mon tour arrive, et je me suis rendu compte qu'en fait, je faisais le job de mes rêves, et ça a été une prise de conscience d'une certaine manière, mais surtout, je pense que c'est la clé pour braver les difficultés, finalement, pour répondre à ta question initiale, de ne pas avoir des difficultés, mais plutôt des étapes à passer et des embûches à franchir. En 2018, tu quittes cette société. C'est parce que tu décides de quitter pour créer les champagnes EPC, ou c'est autre chose? C'est quoi le... Non, à la base, c'est parce que je suis approché par la société Accor, qui développait un projet intrapreneurial et qui avait recruté un certain nombre de profils un peu issus de la sphère start-up pour développer un projet de boîte dans la boîte. Et donc, ça a été, j'y suis resté 1 an. C'était donc entre fin 2017 et fin 2018. Et ça a été extrêmement enrichissant et extrêmement intéressant, mais... C'est amusant, c'est quoi ce programme d'Accor? Ça s'appelle Accor Local. En fait, le but, c'était d'ouvrir les services des hôtels à ceux qui n'y dorment pas, chose assez classique qu'on peut avoir notamment en Asie, en Moyen-Orient ou autre, dans les hôtels qui sont des lieux de vie, mais qui l'est beaucoup moins... Tu veux dire l'accès au restaurant, au bar, au lounge, au cordonnier, au pressing, enfin un certain nombre de choses. T'habites à côté d'un hôtel et Exactement. tu peux en profiter. Et c'est 24/24. Donc il y avait pas mal d'avantages à ça. Et donc c'était un projet hyper intéressant, pas simple à exécuter, mais extrêmement intéressant. Mais il y avait ce petit manque
moi j'avais besoin d'un peu comment dire, pas de la difficulté, mais parce que c'était pas simple non plus, mais disons de l'inconfort de l'entrepreneuriat. Je trouve que c'est ça qui est super sympa, c'est de partir vraiment de rien, d'être dans le dur finalement et de grandir et que chaque petite étape soit vue comme une grande victoire. Alors c'est pas pour autant qu'on les célèbre suffisamment, je pense, parce qu'on a tendance à plutôt regarder toujours devant plutôt que derrière, telle une ascension de montagne ou autre. Mais c'est ce qui me manquait un peu, et surtout en fait moi il y a eu un concours de circonstances, on pourrait revenir par la suite avec la rencontre successive avec Jérôme puis Camille qui sont mes associés aujourd'hui, qui ont un peu accéléré les choses et qui Bah vas-y, raconte comment Bah, ça s'est passé, parce que finalement c'est une petite année, c'est une année chez Accor qui a été la transition entre un projet entrepreneurial et un autre. Raconte-nous comment tu les as rencontrés, comment l'idée est née, avant qu'on ne parle du marché, comme je le disais en introduction. Tease-nous un petit peu ce passage, tu Bien vois, sûr. entre ces deux expériences. En fait, il faut faire un petit saut en arrière où avec mon père, du coup, en ça, je m'entends très bien avec mon père, et l'idée c'était de se faire un petit projet père-fils. Et on s'est dit, bah, est-ce qu'on ferait pas vinifier quelques milliers de bouteilles dans la coopérative dans laquelle nous sommes adhérents, la coopérative familiale dont je te parlais précédemment. Et donc ça a commencé comme ça, où on a développé une marque qui s'appelait Alain-Édouard, Alain le prénom de mon père, Édouard le mien, c'était pas révolutionnaire. Et on faisait que du blanc de blanc millésimé. Et en fait, on a déposé donc les vins ont été faits, etc. On a déposé les statuts de la société en janvier 2017. Donc c'était vraiment un projet soirée week-end, hein, avec 10 000 euros au capital, pas un euro de plus. Donc il fallait tout faire avec ça, le site web, le BFR, le développement de toutes les matières sèches, etc., les habillages des bouteilles. Et j'y reviendrai par la suite, mais ça a été une super école, parce que finalement, c'est quand on a le moins d'argent qu'on palpe le mieux les points de douleur de la chaîne de valeur adossés aux produits qu'on élabore, qu'on commercialise, et qui finalement par la suite nous permet justement de créer un projet qui a énormément de sens en tout point, parce que finalement en faisant les livraisons nous-mêmes, en faisant les habillages nous-mêmes, en faisant toute la vente, la facturation autre, on a pu apprendre pas mal de choses et voir ce qui serait intéressant de faire pour aller plus vite et être plus efficace. Et donc ce petit projet est sorti de terre, on vendait quelques milliers de bouteilles avec mon père vraiment, mais quand on pouvait, mais on s'est retrouvé dans quelques beaux événements, au Festival de Cannes, à l'Opéra Garnier, deux trois trucs, un peu par hasard, alors que j'avais absolument aucun réseau dans le Champagne, mon père non plus. Et Mais comment on fait? en fait, c'était un concours de rencontres, puis finalement un peu dans ses amis. On a la chance finalement que la marque Champagne résonne dans l'esprit de chacun d'entre nous sur Terre, et du coup, il n'y a pas énormément de gens qui font du champagne non plus, donc il suffisait d'une mise en relation ou autre, et on s'est retrouvé là-dedans. Et l'accueil des gens, parce que du coup j'allais à chaque fois sur ces événements-là pour discuter avec les gens, présenter les vins, etc. Et l'accueil des gens était assez intéressant. Il y avait une vraie réceptivité à la traçabilité, au discours que je pouvais tenir sur l'histoire qu'on avait, à ma jeunesse aussi, d'une certaine manière, parce que j'amenais un discours peut-être un peu plus frais, j'en sais rien. Et donc j'avais cette conviction que vraiment il y avait quelque chose à faire. Mais j'avais aussi de la conviction de deux choses, c'est que je pouvais pas le faire tout seul. Je disais à ma femme, à mon père ou autre, en disant il manque deux profils clés. Moi, je peux m'occuper effectivement de la partie amont, approvisionnement, élaboration des vins, suivi des vins, et opération avec facturation, expédition, tout ça. Mais il me manque un profil sur la partie distribution, business, et aujourd'hui c'est clé dans ce genre d'univers. Et de l'autre côté, un profil marketing pour vraiment... Attends, parce que là, tu es en train de dire ce qu'il manque. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu une réflexion qui a grandi en toi sur la base de cette première expérience, Tout à fait. qui consiste à dire, finalement, est-ce qu'on va pas pouvoir capitaliser sur cette première expérience? L'idée, ce serait pas d'aller encore un peu plus loin? Et j'ai envie de ça, et c'est le moteur qui t'a fait quitter le projet d'Accor. Tout à fait, en fait. C'est la raison. C'est ça. J'ai J'étais trop chez vite Accor. ou, Non, c'est à peu près ça, mais j'étais chez Accor et je me disais, j'ai envie de développer ce projet, mais bon, je n'ai pas les compétences autour de moi. Donc il faut que je m'entoure. Voilà, mais j'étais pas pressé en fait. Ouais. C'était comme ça, et la vie et ça fait hyper storytelling, alors que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Mais la vie est super bien faite, parce que j'en parle à ma femme, je me rappelle, à Noël, et en mars 2018. Je rencontre par hasard total, en fait, sur LinkedIn, je fais une demande de connexion à Jérôme, mon associé, qui est aujourd'hui mon associé, parce que je vois qu'il a une expérience de 25 ans dans la distribution de champagne, qu'il est monté, il a eu des super postes et qu'il a été très successful. Donc je me dis, j'ai envie de discuter avec lui, vraiment, c'était juste me dire, je veux le rencontrer pour parler un peu. Et il m'accepte et il me dit, moi je travaille je suis dans tel hôtel, et en fait c'était à 50 mètres de chez moi.
Je me dis, bon, bah, très bien. Et donc, je vais le voir. Moi, je pensais qu'il habitait à Reims en tant que champenois. Et en fait, il habitait vraiment finalement à 100 mètres et il travaillait dans un hôtel juste à côté. Et lui sortait de son poste en Champagne. Et on a discuté, ça a commencé comme ça. Je lui ai présenté ma vision, il a présenté la sienne. On s'est rendu compte qu'on était assez liés sur le fait de ne pas créer une énième marque de champagne, mais créer un vrai nouveau modèle, une vraie nouvelle approche. Et on s'est donné quelques mois pour apprendre à se connaître, pour vérifier que nos valeurs étaient bien communes, enfin un certain nombre de choses. Donc, travailler soir et week-end, et matin aussi. Donc, c'était des grosses journées, parce que la journée, je travaillais chez Accor. Le matin, je faisais très tôt, je me levais. Et le soir, je le rejoignais. Donc, c'était des journées intenses. Et on a commencé à bâtir le modèle comme ça. Et c'est quelques mois après qu'on a rencontré Camille, sur une mise en relation, pour le coup, là. Et qui finalement est venu apporter cette complémentarité parfaite qu'on a aujourd'hui avec ses compétences marketing. Ok, donc on va pas aller plus loin, mais globalement, voilà. Tu peux nous dire, allez, en 20 secondes, euh, la phrase ou le petit paragraphe pour présenter les champagnes EPC, c'est quoi? C'est parce que tu dis, on est un peu nouveau, on ne fait Oui, pas bien une sûr. énième marque. Comment tu te présentes? Alors, les champagnes EPC, c'est assez simple. Déjà, on est la première marque non patronymique de Champagne parce qu'on est le vin de la Champagne et des différents terroirs de la Champagne. Chez EPC, chacun de nos vins ne va proposer qu'un seul terroir. Donc, on va venir mettre la lumière sur chacun des terroirs et expliquer aux consommateurs qu'un vin du nord de Reims n'a rien à voir avec un vin de l'Aube ou un vin des coteaux du Cézanne. De l'autre côté, on va limiter énormément les additifs. Nos vins sont tous en la catégorie extra brut, donc très peu sucré, pardon, très peu sulfité. Et cela est dû notamment à la traçabilité qu'on a et au non-mélange qu'on a à l'initial. Et le tout est incarné à travers une marque jeune, moderne, qui veut parler simplement des produits, qui veut offrir une expérience digne des attentes et des enjeux du monde actuel, et qui va vous offrir le meilleur rapport qualité-prix de ce qu'on peut trouver en Champagne, le tout en respectant toute la chaîne de valeur finalement qui est en amont. Voilà comment je le résumerais, et c'est ça qui nous passionne aujourd'hui un peu plus chaque jour. Bon, on va aller plus loin dans le détail. Avant de le faire, je le disais en introduction, il est important qu'on regarde comment fonctionne ce marché en préparant l'entretien, notre épisode avec Marine Axel, qu'on va saluer au passage et la remercier pour le travail qu'elle a fait. Oui. Justement, en discutant avec elle, j'ai compris que c'était finalement assez complexe ce marché. Je le disais, effectivement, c'est lié à l'alcool. C'est un marché qui, dans l'imaginaire collectif, génère beaucoup d'émotions. Enfin, voilà, le champagne, c'est pas n'importe quel vin. Ça a une dimension internationale très forte, en plus. Mais c'est aussi, donc il y a le côté consommateur, il y a le côté... alors, on va peut-être d'ailleurs commencer par eux, et après, on parlera sur la production même du vin de Champagne, parce que pour après comprendre comment vous fonctionnez, c'est bien de comprendre comment la filière est organisée. Le consommateur, les consommateurs, aujourd'hui, alors parlons peut-être de la France, et puis aussi après de l'international, pour savoir si les attentes sont les mêmes partout. D'abord de la France. Comment, et tu as commencé finalement à l'évoquer quand tu présentais finalement les champagnes à Alain et Édouard, cette demande de traçabilité. Est-ce que c'est ça aujourd'hui, ce qu'attendent les consommateurs? Bref, dis-nous un peu plus sur la demande. Alors évidemment, c'est très vaste et on n'a pas la prétention de tout connaître. Donc, moi, je vais essayer de retranscrire ce qui a été le fruit de nos études, de notre expérience. On a la chance d'être guidé par quelque chose dans la boîte où tout ce qu'on a créé, il y a deux types de marketing. Il y a le marketing d'intuition. Nous, on pense qu'il faut qu'il y ait un peu d'intuition, mais on pense surtout qu'il faut écouter le consommateur, justement. Et donc, on a une phrase assez choc et assez sacrée chez nous qui est « Notre avis ne vaut rien, seul celui des consommateurs compte ». Donc, tout ce que je vais là évoquer est basé à partir d'études qu'on a réalisées. Aujourd'hui, la consommation en France se tend vers une premiumisation. On a de moins en moins de consommation d'entrée de gamme. On en a toujours, évidemment, hein, mais on est dans une logique finalement comme pour la nourriture, du manger mieux, du boire mieux, mais aussi du boire moins. Et donc, on est dans une logique de comprendre ce que l'on boit, et le narratif du champagne a bien changé. Je vais volontairement forcer un peu le trait, mais le narratif de l'époque de mes parents même, c'est vous m'invitez à dîner, j'amène une bouteille d'une grande marque qui vaut un certain prix, qui est un peu connu, le prix est connu, pour montrer, un, que j'ai un peu réussi dans la vie, deux, que j'ai fait un beau cadeau.
Là où le narratif des nouvelles générations est beaucoup plus dans le partage, beaucoup plus dans l'expérience, dans l'émotion, en disant je vais amener une bouteille d'un vigneron X, d'un vigneron Y, peut-être d'une marque, d'une autre marque, et je vais expliquer pourquoi j'amène ce vin, pourquoi ce choix-là, pourquoi éventuellement il va bien accompagner le repas, est-ce que j'ai rencontré le vigneron, peu importe, mais il y a une sorte de petit pitch, un partage plus profond que ce qu'on avait avant. Et concernant le consommateur, nous, on s'est attelé à une tâche qui n'est pas simple, mais qui est assez passionnante. Et on entend souvent aujourd'hui des sociétés qui veulent créer des nouveaux marchés dans la nourriture, normalement, dans les boissons ou autres. Nous, on s'est dit, on va essayer plutôt d'aller sur un marché historique, un marché très stable. Le marché du champagne, c'est 5,5 milliards d'euros. Donc, c'est un très gros marché. La moitié est faite en France, justement, de ce marché, est consommé en France, pardon. Et en partant de ce marché-là, on s'est rendu compte qu'il y avait des attentes qui étaient... Tu veux dire que la moitié du champagne produit dans le monde est consommé en France? Oui, tout à fait, entre 45 et 50% suivant les années. Exactement. Mais alors, c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que pour autant, les attentes sont assez surprenantes lorsqu'on a fait les études, parce que nous, on a fait le choix d'aller cibler principalement les millennials, donc les gens de 30 à 40 ans, qui sont évidemment une cible commerciale, mais qui ne sont pas qu'une cible commerciale, ils sont aussi une cible inspirationnelle pour nous, et j'y reviendrai par la suite dans notre stratégie un peu plus marketing. Mais du coup, on a surtout discuté avec ces nouveaux consommateurs et ces consommateurs de demain, et les barrières principales qu'il a fallu qu'on puisse tacler, c'est aujourd'hui, la première, c'est je suis devant un linéaire, avec 30 marques de champagne, je ne vois pas pourquoi je devrais payer plus 40 € que 15 €, parce qu'il y en a à tous les prix. Et lorsque je retourne la bouteille, lorsque j'essaie de comprendre autre, il n'y a aucune explication, aucun point qui légitimise tel ou tel prix. Donc je ne m'y retrouve pas vraiment. Et le champagne, j'ai l'impression que c'est un peu comme un spiritueux, il doit avoir le même goût d'année en année. Et si c'est un bon champagne, c'est parce qu'il a le même goût d'année en année. Donc on s'est dit, donc là, il y aura déjà un peu de travail à faire là-dessus. C'est ça qui était assez intéressant. Donc ça, c'est le constat que vous posiez sur la cible tout à fait. des jeunes, entre guillemets, des 30-40 ans. Ouais, tout à fait. C'est que finalement, ils étaient demandeurs de plus d'informations. Ouais, de manière indirecte, c'est ce qu'il nous disait, en disant moi j'ai pas de problème à mettre 30 € dans une bouteille de champagne, mais je veux savoir pourquoi et je veux comprendre pourquoi c'est un vin d'exception. Parce qu'aujourd'hui, pour 30 €, je peux avoir un très bon vin d'une autre région qui sera plus facile d'identifier finalement. Et donc ça, c'était la première barrière. Et ensuite, les autres barrières, elles étaient un peu différentes. C'était qu'est-ce que je bois quand je bois du champagne? Donc ça va un peu dans la lignée de celui-ci aussi. C'est qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière cette boisson? Est-ce qu'il y a du sucre? Est-ce qu'il y a des additifs? Comment ça fonctionne? Et la barrière la plus importante, c'était le côté très sacralisé du champagne. C'était et les deux verbatims qui sont un peu, enfin c'est des grandes verbatims qui sont le plus ressortis. C'était le problème, c'est que si je viens à un dîner avec une bouteille de champagne, on va me demander qu'est-ce que j'ai à annoncer. Et l'autre sujet, c'est que si demain on va prendre un verre avec des amis, eux prennent tous de la bière et moi je demande un verre de champagne, ils vont tous me regarder en disant dis donc, toi tu prends du champagne. Et donc finalement, c'était ça la plus grosse barrière, c'est de se dire le champagne est enfermé un peu dans des cases, n'est pas vu comme un vin, donc pas forcément légitime dans ses positionnements pris si c'est pas bien expliqué. Et de l'autre côté, jouit d'une image extrêmement sacralisée, enfermée dans des événements précis. Et on est parti de ça, et on a essayé de faire le lien avec ce qui se passe en Champagne, parce que ceux qui sont allés en Champagne voient à quel point la consommation est très libérée, très facile, et très agréable, du coup. J'invite tous ceux qui n'y sont pas allés à y aller. Et c'est comme ça qu'on a bâti donc, le début de nos études. Enfin, le début de notre marque. Si je retiens un peu 3 points importants dans ce que tu viens de dire, le premier, c'est que finalement, les générations au-dessus de 40 sont dans une consommation traditionnelle qui existe depuis très longtemps. Donc, génération dont je fais partie, qui consiste à dire finalement le champagne, c'est un peu effectivement sacré, l'image et la marque comptent, le prix aussi, et finalement on s'attache moins à comprendre d'où ça vient, comment il a été élaboré et l'histoire de la maison. On fait confiance finalement au marketing qui nous est raconté par ces grandes maisons pour que ce soit fiable. Oui, tout à fait. On fait confiance à l'étiquette. On fait confiance à l'étiquette. Tout à fait. Ça, c'est le premier, le gros du marché. Et puis, il y a les plus jeunes, les 30-40, les millennials, qui, eux, ont finalement un besoin implicite, peut-être dans un premier temps, et
et tu vas me le dire, le valider ou non, mais peut-être de plus en plus explicite, qui consiste à dire, moi j'ai besoin de plus que ça, en fait je veux savoir comment ça a été fait, pourquoi, plus qu'une marque, c'est finalement la vinification ou le vignoble qui va les compter pour moi, que je puisse dire, eh ben, finalement j'apporte cette bouteille-là, vous la connaissez pas, mais je l'ai sélectionnée pour vous parce qu'il y a une histoire qui me parle. Tout à fait. Donc, ce sont encore d'autres émotions. Et puis enfin, alors, est-ce que c'est une volonté des consommateurs? Je ne sais pas. Mais je comprends qu'il y a ou une volonté des producteurs. Mais bref, tu le disais, en Champagne, on consomme du vin de champagne, hein, du champagne, de façon beaucoup plus démocratisée. C'est assez courant, sans qu'on ait besoin de revendiquer un événement, de célébrer plutôt un événement ou d'annoncer quelque chose, une grande nouvelle, une naissance, un mariage. On peut en boire un peu comme ça. Ça, c'est quelque chose que tu sens dans les nouvelles générations, de vouloir accéder à cette consommation de façon plus simple? En tout cas, on est dans une ère où on ne veut pas être jugé en fonction de ce qu'on mange. On a le droit d'être vegan, on a le droit de manger de la viande, on ne veut pas de jugement extérieur, ça c'est certain, et on l'a bien ressenti. Et ensuite, on a le droit de se faire plaisir, on a le droit de se dire, bah oui, je me suis acheté une bouteille de champagne, je me suis fait plaisir, oui, j'ai mis une 30aine d'euros dans une bouteille de champagne, sans qu'on se dise, bah dis donc, il craque, et j'en passe et des meilleurs. Donc oui, effectivement, c'est une attente aussi. Mais c'est surtout une attente, oui, effectivement, plus de liberté, et de simplicité, et qu'on ne se prenne pas trop la tête, c'est surtout ça. Ok, alors maintenant qu'on a bien compris finalement la structuration de la demande, entre autres grâce aux études que vous avez pu faire, et puis finalement aussi de l'expertise que vous avez acquis au cours de ces 3 dernières années, raconte-nous un peu l'offre. Comment cette filière fonctionne, comment elle est organisée, de quoi on parle. Alors on va partir probablement des cépages et de ce qui se passe dans la terre. Et puis, je vais te laisser le faire, remonter un peu tout ça pour comprendre quelles sont les parties prenantes, comment c'est organisé avant qu'on ait en magasin une bouteille de champagne à disposition. Alors c'est effectivement une vaste réponse, mais assez intéressante à traiter. Il faut donc partir du principe que l'appellation Champagne, donc c'est une appellation, donc n'est utilisable qu'en Champagne. Donc lorsque c'est marqué Champagne, c'est que ça vient de France, de la région Champagne. Sauf exception, parce qu'il y en a qui s'octroient certains droits, mais sinon... Ouais, là, tu penses à la Russie. Mais pas forcément que la Russie, aux États-Unis aussi, dans la Napa Valley, mais peu importe. Et, à partir de là, en fait, donc il y a 3 cépages principaux qui sont plantés en Champagne. Il y a quelques cépages un peu dits oubliés ou tout petits cépages, mais on va parler de 3 principaux. 2 cépages noirs à chair blanche et 1 cépage blanc. Les 2 cépages noirs à chair blanche qui sont le pinot meunier et le pinot noir, et le chardonnay pour le cépage blanc, mais qui font donc tous les 3 des vins blancs, parce que la chair est blanche. Globalement, alors la répartition n'est pas exactement la même, mais à peu de choses près, on n'est pas très loin sur les 3. Et après, donc, les terres sont exploitées par différents acteurs. Ça peut être à la fois un négociant qui va donc détenir ces vins. Donc, un négociant, c'est quoi? C'est une marque de champagne ou un groupement de marques. De l'autre côté, ça peut être un vigneron indépendant, comme mon père, par exemple, dont j'en parlais précédemment, qui va exploiter ses vignes. Et ensuite de cela, ça peut être une société un peu diverse, foncière, un peu une sorte de foncière viticole. Ces vignes sont donc exploitées, on part d'un pied de vigne. La vendange s'effectue donc entre les périodes entre août et septembre, on dira. Et à la suite de cette vendange, donc évidemment les raisins sont pressés, et les raisins vont vers différents axes. Les raisins sont ramassés d'abord. Oui, tout à fait, manuellement. C'est important de le préciser parce qu'effectivement, il y a des outils mécaniques qui permettent aussi de ramasser les grappes de raisin, mais là, c'est pas fait. Ce raisin, ces grains de raisin, une fois qu'ils sont dans une caisse, ils sont transportés où? Alors c'est là où ils ont tous des histoires différentes. Soit ça va être le vigneron indépendant qui va avoir son propre pressoir et qui va presser pour lui. Donc dans sa ferme, ouais, exactement, dans sa cave, il a l'outillage pour presser. Tout à fait. Exactement. Soit on va justement faire appel à un pressoir d'un ami ou autre et on va presser chez lui. Soit ça va être pressé au sein d'une coopérative.
Alors là, tu t'introduis la coopérative, Tout à fait. qui, dans la chaîne de valeur, joue un rôle important. Bien sûr, il y en a 140 en Champagne, donc c'est Voilà, très important. voilà, et qui représente une part Très, très important très importante de tout l'organisation à fait, et des de cette filière. approvisionnements globaux. Hein. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc la coopérative, c'est quoi? C'est plusieurs vignerons qui... Ça, c'est un groupement de vignerons. Donc, c'est un système, c'est un système, une société finalement, qui n'est pas détenue par une seule personne, par une majorité, mais par les vignerons, et qui donc mutualise des outils de production au sein de cette structure-là. Au lieu, comme ton grand-père Voilà, l'a exactement, fait, exactement. c'est-à-dire au lieu... alors, j'essaye d'être didactique pour bien faire comprendre Ouais, les c'est choses, très mais bien. au lieu que le vigneron possède lui-même l'outil lui permettant de presser, C'est ça qui coûte cher, qui et coûte tant cher, à l'achat qu'en entretien. Et voilà, en suivi. à l'intérieur de son exploitation, il va aller en voir d'autres qui sont dans le même cas que lui et Exactement. dire on se met ensemble et on crée une coopérative, c'est-à-dire un lieu qui n'est souvent ni chez l'un ni chez l'autre, à l'intérieur duquel on va mutualiser les investissements pour que ça nous revienne moins cher Tout à et fait. qu'on ait des outils plus performants. Exactement. Voilà. Exactement. Et Donc- qu'on ait aussi une force de négociation Bien plus forte, sûr. etc. Voilà, qu'on soit plus fort. Tout à fait. Ces coopératives-là, elles réunissent en général combien de vignerons? Alors, le nombre de vignerons, c'est assez compliqué parce Alors, qu'aujourd'hui, c'est plutôt- la Champagne, c'est plus de 30 000 hectares et quasiment autant de vignerons. Donc, et puis, bon, avec les générations qui descendent. Comment on Mais fait globalement, alors c'est plutôt en termes d'hectares. On parle Ouais. sur une coopérative de taille moyenne fait une centaine d'hectares. D'accord. Voilà ce qu'il faut voir. Ok, c'est important effectivement que tu donnes ces métriques. Une centaine d'hectares, pour donner une petite comparaison, ça fait un peu moins d'1 million de bouteilles de production possible par an. Un vigneron qui a 10 hectares, c'est beaucoup, c'est peu, c'est... En Champagne, c'est beaucoup. En Champagne, c'est vraiment, vraiment beaucoup. Oui. C'est une très belle propriété. Voilà, c'est pourquoi je le... Pardon, voilà. On va débrancher. Pourquoi c'est important de le préciser, c'est que on n'est pas du tout sur les mêmes notions quand on parle de céréales, par exemple. Oui, tout à fait. Et c'est l'exploitation de la terre agricole. Tout à fait. Donc voilà, on remet les choses dans le contexte. Donc il y a ces coopératives qui vont recevoir les grappes et qui vont être pressées. Exactement. Alors vas-y, continue sur le rôle derrière de ces coopératives qui structurent de façon assez affirmée finalement cette production. Oui, finalement, il y a un équilibre champenois qui notamment auquel participe le système coopératif qui est extrêmement sain et qui fait aussi le succès de l'appellation Champagne et la résistance de cette appellation. Et parce que finalement cette coopérative va presser les raisins, ensuite le raisin va avoir plusieurs directions possibles. La première, c'est que la coopérative le vinifie pour sa propre marque ou ses propres marques. Ça, c'est l'option numéro 1. La deuxième option, c'est que les raisins ne partent directement pressés chez tel ou tel acteur, un négociant. Donc c'est du jus. Exactement, du jus de raisin. Et suivant le type de presse, on envoie la première presse, donc ce qu'on appelle la cuvée, qui est le meilleur du jus de raisin, ou ensuite la taille, la deuxième taille. Alors attends, ça c'est important, c'est une notion aussi que j'ai découvert en préparant c'est pressé plusieurs fois. C'est ça, et en fait la première presse, c'est là où le jus est le meilleur, c'est ça qui coûte le plus cher. Et comment, en fait, comment le grain, parce que quand tout le monde sait ce que c'est qu'un grain de raisin, ça présente une fragilité. Oui, tout à fait. Mais finalement, il y en a tellement que la première presse, on va avoir qu'une partie du jus possible, et la deuxième presse va être... D'accord. Donc des grains qui ont déjà été pressés, qui sont, si on les regarde, abîmés, oui, c'est parce ça, qu'ils ont été mais pressés. qui ont encore de la matière. Hein. Qui ont encore de la matière, le sont une deuxième, Exactement. parfois une troisième fois. Parfois une troisième fois, effectivement, ça va dépendre des pressoirs. Et en fonction de ça, donc les prix ne sont pas les mêmes. Donc la première presse s'appelle la cuvée. Donc quand on parle d'une bouteille 100% cuvée, c'est une bouteille 100% première presse. Et donc ça part de là. Et donc le raisin soit est donc envoyé juste pressé, soit troisième option, les coopératives vinifient, donc font la première vinification du vin. Donc la première vinification, c'est quoi? C'est faire finalement un vin blanc, un vin tranquille, sans bulles, dans les cuves. Et ces vins sont ensuite envoyés chez les négociants. Et alors la toute dernière option, c'est que les coopératives continuent la vinification jusqu'à une étape X ou Y, potentiellement jusqu'à l'étape de champagnisation, donc on met le vin dans une bouteille, on rajoute des levures, on ferme la bouteille, et c'est ce qui fait la prise de mousse, donc l'arrivée de la bulle en champagne dans la bouteille, et qui derrière peuvent être aussi revendus à des négociants ou à d'autres maisons.
Voilà un peu les différentes options. La plus courante étant ce qu'on appelle le dispositif en vin clair, donc le vin tranquille, le vin qui n'est pas pétillant et qui va être racheté par différentes maisons. Donc les grandes maisons de, euh, de champagne fonctionnent Ouais, oui, mais toutes comme il y ça. a quasiment, dans les grandes maisons, il n'y en a aucune qui possède 100% de son vignoble. C'est même, je ne vais pas donner d'exemple, mais c'est même très rare qu'elle possède une majorité, hein. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ce qui crée aussi l'équilibre, parce qu'il n'y a pas de suprématie, Hmm. et les vignerons gardent la main, entre guillemets, sur le terroir champenois, et c'est ça qui est génial. Comment, dans cette chaîne de production, tout à l'heure tu parlais du goût, Mhm, euh, il y a des champagnes de marques connues, mhm, que je ne citerai pas non plus, euh, où tu sais très bien que le goût, ou ce que procure en fait le champagne en bouche, mhm, euh, d'année après année, globalement, c'est le même. Alors mhm, quand tu n'es pas un spécialiste, comme moi je le suis pas, mhm, c'est impossible de voir la différence. mhm. Comment finalement, comment c'est possible? Comment c'est rendu possible? Parce qu'on imagine, c'est quoi? C'est parce que les assemblages finalement, les terroirs produisent toujours les mêmes types de raisins et que si on maintient un assemblage année après année, on maintient un goût, ou c'est un peu plus subtil. Alors c'est un peu plus subtil, parce qu'il faut se rendre compte que dans une maison, enfin, lorsqu'on boit une bouteille d'une grande marque, on peut avoir de 200 à 400 vins mélangés différents au sein d'une même bouteille. Donc des vins qui viennent de toute la Champagne, et ça, faut saluer le travail des chefs de cave, de réussir à maintenir le goût d'année en année. C'est une vraie performance, parce que oui, les terroirs vont donner des vins avec des signatures semblables d'année en année, mais les acidités vont pas être les mêmes, la sucrosité ressentie pas la même non plus, la typicité du vin tout simplement ne va pas être la même. Donc c'est à eux justement d'avoir une grande part de vins de réserve. Donc les vins de réserve, c'est des vins qu'on garde d'année en année et qu'on injecte au fur et à mesure, qui permettent de conserver un peu la patte de la maison, et d'avoir cette constance d'année en année, et c'est ce qu'on appelle en Champagne notamment l'art de l'assemblage. La personne qui fait ça, enfin tu as dit un nom, Le chef de cave, oui, le le chef chef de de cave. cave, c'est une sorte Oui, d'œnologue. c'est ça, exactement. Euh, Exactement. on peut faire la comparaison avec les nez dans le parfum, quelque part, dans les assemblages de parfums, puisqu'il y a des matières premières Ouais, aussi. tout à fait. Oui, ça, ouais, mais pour moi, c'est un peu des métiers artistiques, hein. Alors c'est à la fois très mathématique, très physique, très chimique, hein, évidemment, ça reste de la chimie. Mais pour autant, il y a une vraie sensibilité derrière, un vrai savoir-faire, et effectivement, proche de celui des parfums. On est bien d'accord. Avant qu'on ne passe sur la façon avec laquelle tu as créé, avec Jérôme et Camille, les champagnes EPC, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur le modèle de distribution qui existe aujourd'hui, Mhm. euh, qui est le plus classique? Alors, tout le monde les voit bien, hein, les champagnes dans les supermarchés ou chez les cavistes ou les réseaux de cavistes. Mhm. Euh, Ça représente quel, quel pourcentage? C'est quoi? C'est 99% des ventes? Ou alors est-ce que il y a aussi tout ce qu'on appelle la restauration, l'hôtellerie qui Mhm. est important, et puis le digital là-dedans? Alors moi, je connais pas tous les chiffres Non, non, sans du donner les marché, chiffres, mais, mais mais, un mais peu. globalement, effectivement, alors, la grande distribution en France a encore une part importante de la distribution. Euh, Ensuite de cela, une des très grosses parties, c'est quand même la partie café, hôtel, restaurant, qui est très importante. Et de l'autre côté, évidemment, la partie caviste aussi. La partie en ligne est moins forte aujourd'hui, il faut dire les choses, parce qu'il y a plusieurs barrières sur l'achat de vin en ligne. C'est un, les frais de port, qui sont quand même élevés. De l'autre côté, bah, c'est le fait de souvent devoir acheter plusieurs bouteilles de la même cuvée, alors parfois on veut juste en acheter une ou deux, parce que sinon justement les frais de port sont trop importants, donc on revient à ce premier problème. Et la troisième chose, c'est la fragilité dans le transport. On a toujours peur que derrière la livraison soit un peu compliquée. Donc le marché est orienté comme ça, mais pour autant on sent que le digital ne cesse de se développer, et je pense on va faire tout doucement le chemin. Par contre, les pure players du digital, eux vont réussir à faire des gros volumes, parce qu'ils vont réussir à fournir plusieurs acteurs en même temps, et donc on va pouvoir faire finalement les mêmes achats qu'on aurait fait chez le caviste ou dans son supermarché directement en ligne. Écoute, merci pour ces éléments de compréhension du marché. J'espère que pour tout le monde, c'est beaucoup plus clair. En tout cas, ça l'est pour moi. Bah, maintenant, comprenons un peu comment cette nouvelle marque vient. Ces trois lettres qui, je le disais, sont liées au mot épicurien. Comment on commence? Comment et alors, j'ai envie de te dire,
on commence quand même par une recette, entre guillemets. Mm. Il doit y avoir un cahier des charges. Tout à fait. Parle-nous déjà de comment vous produisez votre champagne, auprès de qui, comment on fait pour tracer la provenance du raisin, pour pouvoir la faire figurer in fine sur l'étiquette, et comment on garantit aussi une forme de cohérence dans les goûts année après année. Alors, on va partir du modèle d'élaboration. Parce qu'on on a commencé à créer le projet de démarrage avec Jérôme avant que Camille nous rejoigne, en créant le modèle d'élaboration du vin. Justement, effectivement, il faut partir de là, parce qu'avant de de penser à l'aval, il faut déjà penser à l'amont. Et c'est parti d'un constat finalement assez proche de nous, puisque la coopérative familiale dont je te parlais précédemment et dans laquelle nous sommes adhérents à titre personnel, familialement, on s'est rendu compte qu'il y avait un outil sur place qui était super, vraiment dernière génération, très bien équipé, et qui avait une capacité de tourner davantage que la manière dont elle tournait à l'époque. Et là, on s'est dit donc, c'est assez intéressant. Finalement, on a quelque chose où nous, on pourrait recentraliser la production localement. Et de l'autre côté, est-ce qu'il y avait une envie certaine de leur part aussi de finalement diluer un peu leur risque économique, parce qu'aujourd'hui, les grands acteurs du négoce ont pris de plus en plus de parts dans l'activité, parce qu'ils achètent de plus en plus de raisins. Et donc, pour que le système coopératif continue d'exister, il faut qu'il y ait un certain équilibre, parce que si demain les coopératives ne font que livrer du raisin pressé, bon, l'intérêt d'avoir un pressoir en commun, c'est bien, mais la coopérative doit aller au-delà. Et donc, c'est ça qui était assez intéressant. Et donc on est parti de là en disant, est-ce que ça c'est un cas isolé? Est-ce que c'est la seule coopérative en Champagne qui a un outil flambant neuf, génial, avec des personnes super talentueuses qui connaissent parfaitement le terroir sur lequel la coopérative est implantée, et qui ont en plus envie de travailler avec des gens comme nous, parce que nous, notre proposition, et je vais revenir par la suite, c'était d'aller encore plus loin que ce qu'ils faisaient avec les acteurs de négoce avec lesquels ils travaillaient. Et on s'est rendu compte en fait, que ce n'était pas du tout un cas isolé. On a rencontré de nombreuses coopératives, et toutes nous ont dit la même chose en disant, mais nous, on est intéressés par votre modèle, et notre modèle était le suivant. On a été chercher un des super chefs de cave de la Champagne, qui s'appelle Richard Dailly, qui est un grand technicien, et qui aujourd'hui nous a permis d'avoir toutes ces médailles et toutes ces reconnaissances autour du vin, et je te remercie pour ça, qui va aller identifier justement des groupes de vignerons, donc des coopératives ou des vignerons indépendants sur une autre partie de notre gamme, avec lesquels on va travailler en suivant un cahier des charges et en apportant son savoir-faire, évidemment, ses méthodes, même si on veut évidemment que le vin soit toujours fait vraiment par les vignerons. On veut rendre à César ce qui est à César. Et ce qui nous permet, du coup, nous, d'avoir des cuvées qui sont faites qu'à un seul endroit. On recentralise la production plutôt que d'avoir créé une nouvelle cuverie comme d'autres acteurs auraient pu faire ou autres. Nous, on a dit non, on va se servir de l'existant qui est déjà génial. On va redistribuer un peu la valeur parce qu'on va les faire travailler les vignerons, non pas juste sur de la presse de raisin ou de la vinification en vin clair, mais jusqu'au bout de la chaîne, donc c'est-à-dire jusqu'à la mise en carton de la bouteille, une fois que la bouteille est habillée ou autre, en suivant un cahier des charges qu'on va valider ensemble, en écoutant évidemment leur expertise et leur connaissance du vin pour pouvoir composer le meilleur vin Ça, possible. c'est fait dans les coopératives. Exactement. Chacune de nos cuvées est faite à un seul endroit. À chaque fois dans une coopérative, dans notre gamme permanente, dans notre gamme signature, on y reviendra par la suite, c'est un peu différent. Et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir cette constance. C'est-à-dire, par exemple, le champagne EPC blanc de blanc brut, il est fait toujours à Beton, dans les coteaux du Cézanais. Et d'année en année, du coup, on va toujours retrouver la même typologie de vin, parce qu'on va avoir qu'un seul terroir. Et donc, on n'a plus avoir de mélange dans nos vins. C'est-à-dire que chacun de nos vins n'est issu d'aucun mélange de vin clair. C'est les vins de la coopérative qui est localement implantée, donc des vignes qui sont autour de la coopérative. Donc tu sais qu'il y a X% qui vient de tel cépage, X% Voilà, qui exactement. vient... Alors nous, aujourd'hui, on fait que du monocépage, mais on va commencer Ou l'assemblage. alors, Mais effectivement, en tout cas, on sait que ça vient que de ce terroir-là, avec la typologie, la typicité de ce terroir. Et c'est ça qui est super intéressant quand on vient acheter des champagnes EPC, c'est qu'on va voyager dans toute la Champagne. On va goûter notre blanc de blanc brut qui vient des coteaux du Cézanais, dans le sud d'Épernay. On va goûter notre blanc de noir qui, lui, vient de la vallée de l'Ars, sur la côte des Bars, dans l'Aube. On va goûter notre grand cru qui vient des plus belles parcelles de la Champagne, en grand cru, en blanc de blanc à Avise. On va vraiment avoir une vraie photographie de tout ce qui peut être fait en Champagne. Et surtout, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que nous, on va être un peu à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de voir, d'avoir un vin justement qui est toujours le même dans une très grande quantité. Nous, on va avoir plusieurs cuvées. Et il y en a un peu pour tous les goûts. Et ceux qui vont vouloir découvrir la Champagne vont vraiment se faire plaisir avec nous. Et donc, on a un modèle d'élaboration qui en est parti de là, qui a un impact positif local parce qu'on recentralise la production, parce qu'on répartit mieux la valeur, parce qu'ils sont mieux rémunérés, du coup, à travailler avec nous, parce qu'ils font plus d'étapes d'élaboration, si je puis dire. Et de l'autre côté, pour le consommateur, il va avoir des vins
bah, issu d'une traçabilité et d'une transparence totale. On va identifier aussi sur nos bouteilles d'où ça vient, par qui c'est fait. On a Ça veut dire quoi par qui c'est fait? C'est-à-dire qu'il y a le nom de la coopérative. exactement, il y a le nom de la coopérative avec laquelle on travaille ou du vigneron avec lequel on travaille si on travaille avec un seul vigneron. Et, euh, et on va identifier le terroir qui est aussi ici. En fait, on ne voulait pas faire croire à nos consommateurs, et c'est aussi pour ça, et je reviens sur la première partie de ta question, EPC, on ne voulait pas avoir un nom patronymique, et on est la première marque non patronymique en Champagne, parce qu'on ne voulait pas, par exemple, s'appeler Champagne Dupont dans la mesure où, non, c'est pas la famille Dupont qui fait ça, c'est les Champenois, et c'est les différentes régions, donc on est la Champagne qui fait l'union de la Champagne, finalement, et qui permet du coup aux consommateurs d'avoir quelque chose qui est bien fait, et donc derrière aussi bah, le fait que les vins soient très stables et qu'on les connaisse parfaitement parce qu'il y a très peu d'assemblage, bah, on n'a pas besoin de trop les sucrer, on a vraiment le vin Ah qui voilà, se alors suffit à lui-même. c'est ce que j'ai appris aussi, cette notion de sucre et de sulfite, Mhm, qui sont deux notions importantes pour le goût et la qualité, mhm. si j'ai bien compris. C'est ça, le sucre, c'est un peu comme le sel dans la cuisine, hein, c'est que il faut en mettre un peu pour que ça soit exhausteur de goût, mais dans une juste proportion. Nous, on a toujours cette phrase qu'on dit entre nous, c'est il faut apporter au vin ce que le vin demande, mais pas plus. On n'est pas trop dans une logique nous, de polir le vin, entre guillemets, et du coup de fermer certains arômes, fermer certaines typicités. Donc là, 100% de nos vins sont dans la catégorie dite extra brut, donc entre 0 et 6 grammes de sucre, là où un champagne moyen est aux alentours, enfin champagne moyen, pas un champagne de mauvaise qualité, Mais en moyenne, en en moyenne, Champagne. le champagne est plus aux alentours de 9 à 10 grammes de sucre. Donc il D'accord. y a une vraie différence. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que tous ceux qui goûtent nos champagnes, alors la première fois, sont un peu surpris, parce qu'ils se disent, mais non, que c'est moins sucré, et encore que pas tous, hein. Mais 100% après ne peuvent plus revenir au champagne d'avant, parce que quand on a goûté du vin qui s'exprime autant, parce que justement il y a moins de sucre, c'est génial, et on n'a pas envie d'aller sur quelque chose de plus sucré, quoi. Et les sulfites? Et les sulfites, bah, c'est surtout pour stabiliser les vins, notamment quand on va faire du grand export, le vin va partir 3 mois en bateau, etc. Enfin, c'est des longs voyages. Euh, Généralement, on met du sulfite justement pour pas qu'il y ait de déviance, qu'on appelle dans le vin. Et Donc les plus bouteilles le qui sont vin. destinées à l'export Alors, sont... bon, mais nous, en l'occurrence, on ne fait pas de distinction. Mais je ne sais pas si les autres le font, en l'occurrence. Mais c'était plus pour expliquer un peu l'intérêt du sulfite. Mais les sulfites, c'est surtout pour stabiliser des vins qui seraient un peu à risque. Nous, dans la mesure où on n'a aucun mélange dans nos vins, on a des vins extrêmement stables. Et ça nous permet de pas... On ne prend pas de risque en mettant peu de sulfite, quoi. Donc, Donc derrière, relativement peu. on est même dans la fourchette très, très, très basse des sulfites. Ouais. Ce qui garantit un bien-être le lendemain par Exactement. rapport à d'autres. Exactement. Merci pour cette précision. Effectivement, donc là, on comprend comment finalement vous produisez le vin, le produit, l'ensemble de ces processus. Et merci d'avoir auparavant expliqué le marché, comment il s'organise, comment cette filière s'organise, parce que ça rend beaucoup plus simple la compréhension du travail qui a été fait par vous. C'est un travail collaboratif pour élaborer justement ce vin EPC. Maintenant que la recette, entre guillemets, c'est peut-être pas le bon mot, mais tout le monde me comprend, est faite, qu'il y a le ou les centres de production. Tu n'as pas parlé des indépendants, des cuvées un peu spéciales. Disons, est-ce que tu peux nous en Oui, dire alors quelque en fait, chose? on a donc cette gamme permanente qui est faite avec des coopératives à chaque fois, qui fait le gros de notre volume expédié par an. Et de l'autre côté, on a une gamme d'éditions signature, où là, on va aller collaborer avec des vignerons indépendants, ou avec des coopératives, ça marche aussi, hein, mais sur des cuvées beaucoup plus confidentielles, beaucoup plus spéciales, typées, si je puis dire. Qui vont venir, on va mettre la lumière sur une méthode de vinification particulière, sur une parcelle en particulier, sur un millésime particulier, sur le savoir-faire d'un vigneron en particulier. Et ça, c'est assez génial parce que soit il y a deux possibilités, soit on déniche des vieux millésimes qui restaient en cave, on les retravaille, on travaille une liqueur d'expédition dessus, enfin bon, j'en passe les lumières, mais on refaçonne un peu le vin pour qu'il soit vraiment parfait. Soit on travaille dès la vendange avec des vignerons, comme là on vient de sortir une cuvée avec David Fèvre. On avait commencé en 2018 avec lui et on a fait un vin de A à Z avec lui au sein de sa cave, etc. Et on s'est vraiment éclaté à le faire. Et là aujourd'hui on a un vin un vrai vin signature, un blanc de la vallée de la Marne qui
mais est un terroir, normalement, il y a beaucoup plus de Pinot Meunier que de Chardonnay, donc ça fait un vin très différent de ce qu'on a l'habitude de boire en termes de blanc de blanc. Et ben pour nos clients, c'est génial parce que tout au long de l'année, on leur propose des petites nouveautés en édition très limitée, avec quelques milliers de bouteilles à chaque fois, mais qui permet de découvrir quelque chose d'autre, de s'acheter une bouteille qui va vraiment être différente de ce qu'on a l'habitude de boire. Et là-dessus, on s'éclate bien. Justement, les clients, bonne transition pour en parler. Maintenant qu'on a compris quelle était l'offre, comment vous aviez donc produit votre vin, il faut le vendre. Le vendre, à qui le vendez-vous 300 000 bouteilles en 3 ans. Je crois que j'ai compris qu'il y en avait même 200 000 vendus juste l'année dernière. Si je dis pas de Oui, bêtises. cette année, on va frôler les 300 000 que cette année. Oui. Voilà. Donc il y a une accélération forte. Il faut trouver les acquéreurs, les clients. Je le disais tout à l'heure, et je crois que tu vas me le confirmer, mais il y a la grande distribution, bien sûr. Il y a le CHR, qui est l'autre débouché important, et puis les particuliers. C'est quoi le mix chez vous? Comment vous faites pour vendre ça? Et puis peut-être qu'il y en a une quatrième qui serait l'export. Enfin, je sais pas. Tout à fait. Alors nous, on ne fait pas de grande distribution. On n'en fait pas du tout. Et c'est un choix et je pense qu'on ne reviendra pas dessus. On est plus sur une distribution avec prescription, donc notamment chez les cavistes. Aujourd'hui, alors je n'ai plus exactement le nombre en tête, mais on doit être un peu plus de 300 points de vente en France. Donc ça, c'est super pour la marque et surtout le taux de réachat est très bon, donc ça veut dire que les vins plaisent, et ça c'est super. De l'autre côté, on travaille beaucoup en café, hôtel, restaurant. Alors il y a eu une période évidemment un peu atone avec cette crise sanitaire, mais qui là est reparti extrêmement fort. Donc on est très content pour les restaurateurs et pour nous aussi évidemment. Et de l'autre côté, on a une partie aussi sur la partie événementielle, traiteur, société, qui est assez intéressante. Donc ça va être à la fois pour des événements d'entreprise, pour des mariages, pour plein de choses, mais aussi pour des cadeaux clients, pour des cadeaux collaborateurs. Et après, voilà, pour différentes raisons. Et après, évidemment, il y a la partie export, où aujourd'hui, effectivement, on est dans 28 pays, et qui ne cesse de développer. En fait, on a été assez surpris à l'export, parce que on se demandait si notre proposition de valeur, il ne fallait pas un peu la remarketer pour des marchés export, et en fait, pas du tout. Il y a une acceptation qui est très bonne, un taux de réachat qui est très fort. Et pour te dire, on a commencé l'export il y a 1 an et demi seulement. Donc ça a été, au début, on n'en sait pas du tout. Et alors, c'est quoi la répartition finalement entre ces différents... Alors l'export, pour l'instant, ça reste encore une partie plus faible parce que ça représente, l'année dernière, ça représentait 20% de notre chiffre d'affaires. À terme, ça fera quand même 50%. On va tirer vers les 50%. 20% au bout d'un an et demi, oui, c'est beaucoup. Vois, c'est pour ça que l'acceptation a été très bonne. Et ça représentera, oui, je pense, d'ici 5 ans, 50%. Donc, et les autres canaux et les autres, après, ça va. Le problème, c'est que pour l'instant, le CHR était vraiment biaisé, donc le café, hôtel, restaurant, pardon. Donc c'est un peu compliqué de donner ça. Mais à terme, je pense que la répartition serait peut-être 30 CHR, 30 CHR, 30 sociétés, 20 cavistes et 20 exports, si c'était une année normale pour cette année-là. Après, on va voir, on fera l'atterrissage à la fin de l'année. C'est quoi les... Alors, et là-dedans, la distribution digitale, elle est anecdotique. Elle a, si moi, j'ai envie d'acheter un vin EPC, est-ce que je peux faire autrement que passer par un caviste? Évidemment, déjà par notre site web. Évidemment, vous êtes tous les bienvenus sur notre site web, epc-champagne.com. Et de l'autre côté, ça va être aussi avec des pure players avec lesquels on travaille. Donc ça va être Frischti, La Belle Vie, le Gorillaz, tous les Dark Stores. Qui sont tous passés sur ce podcast. Voilà. Même Lavinia, tu vois, est passé sur ce podcast. On a pas mal travaillé avec Edouard. Edouard, qui est un autre Edouard, c'est un prénom qui est prédestiné, a été le premier à prendre la parole sur ce podcast il y a 3 ans. Ah, génial. Voilà. Effectivement, donc il y a cette partie-là évidemment avec des acteurs en ligne même, tels que Lavinia aussi, mais ça va être aussi le Petit Ballon ou autre. Donc on a un certain nombre de revendeurs en ligne qui nous redistribuent, et en plus de notre site web, donc il y a pas mal d'options pour se faire livrer du champagne EPC. Comment dire, la demande est claire, elle est tractée. C'est quoi les ambitions pour EPC dans les années à venir? Est-ce qu'on parle est-ce que vous regardez les volumes? Tu dis que l'international, c'est 50%. À quelle échéance? C'est quoi la feuille de route qui est devant vous pour les années à venir?
La vision, elle est assez claire. Nous, ce qu'on veut, c'est... Là, en 2 ans et demi de commercialisation, on est rentré dans le top 50 des maisons de champagne. L'objectif à Le 5 top ans... 50, c'est en volume. Non, c'est en mix valeur-volume. C'est en Ok. mix valeur-volume, c'est plus en termes de chiffre d'affaires. Tu Parce peux que nous donner des prix de bouteilles? nos prix, ouais, alors Mm. notre entrée de gamme est en prix public à 30,90 €, notre blanc de noir. Et après, nos blancs de blanc sont à 34,90 €. Et après, bon, il y a les millésimes et les autres cuvées qui montent un peu au-dessus, entre 40 et 60 €. D'accord. Et, euh, et en l'occurrence, bah, nous, l'idée, c'est vraiment d'aller Top 50, donc top 50. Alors, et ça, c'est toutes marques confondues. Nous, on voudrait atteindre idéalement le top 15 des marques premium. Parce que là, il y a aussi des marques de grande distribution dans ce top 50 dont je parle. Donc, nous, c'est vraiment ça notre objectif à 5 ans. Et donc, il va falloir maintenant qu'on l'atteigne, il va falloir bien travailler. Et donc, on n'est pas dans une logique forcément de faire énormément de volume. Alors, ça ne veut pas dire qu'on en fera pas beaucoup, mais à moyen long terme, on aspire à faire maximum 1 million de bouteilles, ce qui est beaucoup, hein, mais à l'échelle de la Champagne expédie par an 300 millions de bouteilles environ. Donc, ça représente 0,3% de part de marché, ce qui n'est pas énorme, mais par contre, en termes de valeur, on veut le développer et continuer à le développer. Donc, ça, c'est notre premier objectif, si je puis dire. Et si on y arrive, on sera très heureux. Mais à côté de ça, on sera pas pressé, on sera jamais au détriment de la qualité. Donc, s'il faut prendre du temps pour continuer à faire des vins de qualité et faire plaisir aux consommateurs et qu'ils aient le sentiment surtout d'avoir un vin au très bon rapport qualité-prix, on prendra le temps qu'il faut. on va revenir sur les consommateurs. Effectivement, ils sont au centre des préoccupations de tout le monde et de vous en particulier. On va parler justement de la communication que vous pouvez avoir avec les consommateurs, comment finalement on crée une image, parce que c'est aussi une image de marque. Comment on s'adresse finalement à la cible que vous visez plus particulièrement, qui est celle des millennials. Il y a une histoire de verre aussi dans tout ça. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bah, c'est vrai que du coup, on va repartir de la cible. La cible, effectivement, les millennials, les trentenaires, les 30-40 ans. C'est à la fois évidemment une cible commerciale, mais c'est aussi une cible design pour nous, une cible inspirationnelle. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui se passent. On prend toujours cet exemple, mais si mes parents utilisent Uber, Deliveroo, Waze, WhatsApp, c'est pas parce qu'eux l'ont découvert, c'est parce qu'avec ma sœur, on leur en a parlé. Et en fait, la prescription s'est inversée ces dernières décennies. Cette dernière décennie. Avant, c'était les parents qui disaient, enfin, qui prescrivaient les choses. Maintenant, les enfants le font pour leurs parents. Et donc ça, c'est assez intéressant. Et donc, on fait un peu cet effet de levier aussi là sur le champagne. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'aujourd'hui, nos acheteurs sont pas majoritairement des millennials, ils le seront demain parce que tout le monde vieillit et que c'est comme ça. Mais par contre, ça fait un effet de levier important parce que, les sociétés ou autres, on parlait d'événementiel tout à l'heure, vont avoir à cœur de s'associer avec des marques jeunes et qui savent parler aussi aux jeunes et qui répondent aux critères et aux attentes du monde actuel. Donc je parlais tout à l'heure des sucres, de la traçabilité, tout ça. Et de l'autre côté, ces consommateurs-là, du coup, nous, il faut répondre à leurs attentes avec un certain nombre d'expériences. Donc on a fait pas mal de choix, effectivement, pour les toucher. Évidemment, c'était de proposer des vins, je disais, avec peu de sulfite, issus d'une élaboration juste, si je puis dire, et très transparente. Mais de l'autre côté aussi, avec une dimension expérientielle forte. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, toute l'expérience autour du champagne se passe vraiment bien, parce que mine de rien, c'est un produit qui est premium, qui coûte de l'argent. Donc ça va aller de la prospection, parce que là, c'est ça qui est assez drôle, c'est que le consommateur, pour nous, même si c'est un acheteur pour une société ou pour un caviste, c'est un consommateur. On n'est pas dans du B2B pur, on est toujours dans du B2B2C de manière ou d'une autre. Donc on a déjà fait beaucoup d'efforts en interne et beaucoup de choix assez forts pour maîtriser complètement l'expérience client, connaître nos clients, s'adresser comme il faut à eux au bon moment avec les bonnes offres. Mais de l'autre côté, c'est aussi lui offrir une expérience de livraison digne de ce nom. On est tous, disons les choses, éduqués à Amazon avec une expérience irréprochable d'un point de vue logistique, mais il faut que ce soit le cas aussi. Il faut que ce soit simple pour le consommateur, il faut qu'il n'ait pas l'impression il n'y ait pas de zone de stress, donc ça a été la deuxième partie. Et la partie expérientielle, un peu plus visible, si je puis dire, c'est effectivement, je reçois ma bouteille, qu'est-ce qui se passe? Je reçois ma bouteille, je vais la tourner, je vais avoir une contre-étiquette qui est unique en Champagne avec la carte d'identité du Champagne, le terroir, on en parlait, la provenance, le taux de sucre, une description facile du vin, sucré, fruité, en bouche, la longueur, vraiment des choses que tout le monde peut comprendre. Facile d'accès. On ne va pas tomber dans des descriptions hyper techniques avec la durée de dégorgement,
le- les arômes de bourgeons de cassis qu'on va retrouver en fin de bouche. Il faut aller sur des choses qui parlent. De l'autre côté, on va aussi trouver une pastille thermosensible qui va nous indiquer et qui va changer de couleur et ainsi nous indiquer quand le vin est prêt à être consommé. Donc on va accompagner le consommateur aussi. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle atteint une couleur, ça veut dire que la température de la bouteille est parfaite. elle est parfaite et le vin peut être servi. Exactement. Et ça, c'est super parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas forcément à quelle température précise le consommer. Ensuite, il va pouvoir ouvrir sa bouteille. Il va ouvrir donc la coiffe, c'est la partie en aluminium qui recouvre le bouchon de liège. Il va avoir un petit mot qui l'attend et le mot va changer de bouteille en bouteille. Et effectivement, il va pouvoir boire le champagne dans le verre typique des champenois. Le Blida, donc le Blida qui vient à la base d'Algérie, pour la petite histoire, en fait, la ville de Blida commandait ses verres dans les manufactures champenoises qui sont très connues pour leur capacité à tirer des verres. Et du coup, le Blida est sorti des frontières algériennes et est venu s'insérer. C'est le verre qui sert à boire le thé. Exactement, c'est un verre à thé. C'est un verre à thé de 10 centilitres, donc ça fait la taille de la fameuse coupette de champagne, mais qui s'empile très facilement, qui est quasiment pas, qui est cassable, mais il faut vraiment y aller très fort pour le casser, qui est hyper simple, qui est très convivial. Et en fait, en Champagne, dans n'importe quelle maison, il y a des blidas et on boit le champagne au blida. J'ai envie de dire vulgairement un peu à la cool, vraiment tranquille. Et c'est ça qu'on a voulu aussi proposer, c'est de se dire évidemment qu'on est bien d'accord, si on veut déguster le vin, vraiment être dans une démarche de dégustation, on propose des verres à vin, nous, chez EPC, qui sont magnifiques et qui fonctionnent extrêmement bien pour exhauster, pour divulguer les arômes avec précision. Mais si on a envie de passer un moment simple, faire un pique-nique, boire un verre rapidement, on sort les blidas et c'est super sympa. Donc ça va être une dimension expérientielle, mais ça va être aussi pour nos clients finalement qui sont aussi des consommateurs restaurateurs. On a développé une planchette, un peu à la façon du café gourmand, c'est le blida gourmand, qu'on va retrouver du coup, on va remettre le champagne à la carte des entrées, où on a un blida de champagne et 3 petites entrées du choix du restaurateur, du chef. Et en fait, du coup, voilà, on recrée une expérience autour du champagne, on essaie de le désacraliser sans pour autant lui manquer de respect. Et c'est ça qui aujourd'hui est le fer de lance de la marque. Comment ces histoires, cette façon de finalement véhiculer des émotions par un autre accès, vous le faites. Il y a besoin de visuel, il y a besoin de... c'est pas que des mots. Quels sont les rôles des réseaux sociaux là-dedans pour justement un peu démocratiser quelque part cette consommation du champagne et puis porter les valeurs que vous défendez auprès de cette cible de consommateurs? Les réseaux sociaux, je trouve que leur rôle évolue extrêmement vite en ce moment. Depuis ces dernières années, je trouvais qu'il y avait et ça se confirme à travers les différentes études qu'on peut lire sur les méthodes d'acquisition client, etc. Moi, je dirais que pour nous, c'est une vitrine très importante. Parce qu'en fait, c'est une vitrine de réassurance ou de validation un peu de la compréhension de la proposition de valeur, justement. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va nous créer, entre guillemets, de l'inbound, enfin des leads entrants, des demandes d'achat entrantes. Mais par contre, c'est des choses qui vont systématiquement être vérifiées par 100% des gens qui sont intéressés. Exactement. Et c'est comme ça que nous, on essaie de transmettre. On essaie de transmettre un peu l'ADN de la marque, de l'équipe aussi, parce que c'est surtout une équipe derrière du vin. C'est un business d'hommes, hein, donc d'hommes au sens large, hein, pas d'hommes juste et pas de femmes. Les deux, évidemment. Et c'est ça qu'on veut transmettre à travers les réseaux sociaux. Donc nous, ils ont vraiment ce rôle effectivement de vitrine et de transmission un peu des valeurs de la boîte. Le site internet contribue aussi, bien sûr, même rôle finalement. Voilà. Avec plus de détails, évidemment, plus de textes, plus d'explications. Les réseaux sociaux vont plus avoir un côté inspirationnel, là où le site internet un peu plus centré sur le modèle, je dirais. Avant de conclure, une question me vient en t'entendant parler. On comprend qu'il y a une croissance très forte des champagnes EPC. Donc ça veut dire, quand on passe en 4 ans, je dis peut-être des bêtises, mais ça doit être pas loin d'être vrai, de 100 000 à 300 000 bouteilles. Oui, de 0 000. Hein. De 0 à 300 000 en une année. Ça veut dire qu'il faut que l'outil de production soit en capacité d'accompagner cette croissance. Et ça, dès le départ, c'est une notion que vous aviez en tête qui est validée. C'est justement, j'en parlais tout à l'heure, il y a 140 coopératives en Champagne, donc il y a quand même un terrain de jeu assez vaste. Et de l'autre côté, il y a un vrai product market fit justement avec les vignerons. En fait, il en faut un en amont et un en aval pour notre business. Et donc, on avait prévu dès le début, de toute manière, d'avoir une montée en puissance importante. Donc, dès le début, dans chacun des partenariats qu'on a fait, c'est dans une logique de monter en puissance sur plusieurs années. Alors,
On pourra jamais passer par contre, de 300 à 2 millions de bouteilles en un an. C'est pas possible. Mais en fait, c'est pas ce qu'on aspire. Mais donc, on a déjà une croissance qui est très forte et pour notre secteur extrêmement forte, mais qui est maîtrisée et qui de toute manière pourra pas dépasser certaines limites non plus, effectivement. Mais pour atteindre ce fameux million de bouteilles dont je parlais à moyen terme, je pense qu'on a toutes les cartes en main pour pouvoir le faire. Bon, écoute, Edouard, merci beaucoup pour la qualité de cet échange. Super. Merci de nous avoir éclairé sur finalement comment une filière que tout le monde connaît sans connaître, puisque tout le monde connaît le champagne, tout le monde boit du champagne, enfin, ou presque tout le monde, mais sans pour autant savoir comment ça fonctionne, comment c'est distribué, comment la filière est organisée. C'est important de nous avoir appris tout ça. Bravo pour ces premiers résultats fort encourageants, c'est un euphémisme. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers, qui êtes toujours plus nombreux. Merci pour vos messages d'encouragement. Évidemment, merci à Comexposium, pour éditeur du One-to-One Retail e-commerce de Monaco, pour son soutien et son support à la production de cet épisode. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez contacter Édouard Roy sur LinkedIn, je pense. Oui, exactement. Ou aller sur notre site internet. Ou sur le site internet, vous en saurez plus. Le site internet epc-champagne.com, c'est ça. Et puis, Édouard, il ne me reste plus qu'à te remercier une dernière fois et te dire à bientôt. Merci à toi, à très bientôt. Au revoir.